invités avec nous chaque soir autour de la table pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est à nos côtés, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Enguerrand Artaz nous accompagne, stratégiste et gérant à la financière de l'Échiquier. Bonsoir Enguerrand. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Gottsman est en notre compagnie, également responsable de la stratégie et de la recherche macro à la financière de la Cité. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. La question pour vous Nicolas, c'est où est-ce qu'on place le niveau d'enthousiasme après une semaine comme ça et quand ça fait 15, 20 ans qu'on attend une version économique un peu plus optimale de la zone euro? On peut le mettre sur un plan à peu près maximal. Ouais. Je pense sur une échelle de 0 à 10, on est plutôt... 9. C'est d'accord, ok. Très bien. 9, il y a encore un verrou important, mais le premier verrou qui était l'obsession allemande du refus de l'endettement a sauté. Et c'est d'autant plus important que ça arrive suite à l'élection et que c'est la CDU qui le met en place, de considérer que la CDU donc est bien majoritaire en Allemagne, qu'elle fait partie du PPE qui est le parti majoritaire aussi au Parlement européen, et que donc on a vraiment une configuration qui permet de voir les choses, on va dire, assez confortablement pour les années à venir, d'autant plus que le plan qui est annoncé est un plan décennal, donc on peut avoir effectivement les moyens d'imaginer qu'on peut avoir un retour de la croissance en Europe. Je pense qu'il y a un des phénomènes importants de la semaine, c'est de voir que on a effectivement la hausse des taux qui s'est matérialisée en Allemagne, mais également une forte hausse de l'euro et une hausse du marché action, ce qui veut dire que le marché action ne s'inquiète pas forcément de la situation allemande, mais c'est vraiment des anticipations de croissance qui sont révisées à la hausse pour l'ensemble de la zone euro. Et donc ça, c'est très favorable. Et c'est un petit peu aussi paradoxal parce qu'on nous expliquait à longueur de temps que la zone euro était incapable d'avoir une révision à la hausse de ses projections de croissance. On voit que c'est tout à fait possible. On voit que c'est aujourd'hui possible grâce à l'endettement. Il y a encore un deuxième verrou à faire sauter qui me paraît évidemment essentiel et qui est même fondamental parce que sinon les choses se passeront mal. C'est que la BCE change de braquet. On n'y est pas encore, mais je ne vois pas comment ils ne pourront pas se soumettre à terme. Se soumettre, ça veut dire ? C'est-à-dire accompagner le mouvement. D'accord. Et d'avoir effectivement une coordination entre le budgétaire et le monétaire en Europe. Parce que suite à 2011 ou suite au NGEU, ce qu'on a pu voir, c'est que donc on voit les gouvernements qui font des efforts budgétaires et on voit que ces efforts sont ruinés par ce que fait la BCE de l'autre côté et que cette pratique-là a entraîné, on va dire, les pays à ne pas pouvoir bénéficier de la croissance qu'ils avaient pourtant essayé de générer, tout en accumulant de la dette de l'autre côté, donc d'avoir le coût à porter sans en avoir les bénéfices. Et tout ça est quand même le résultat de ce qu'a fait la BCE et que maintenant, je pense que ça suffit. Le fait que ce soit une volonté politique allemande incarnée par Friedrich Merz, oui, en l'occurrence, ça peut aider à créer une cohésion plus forte entre le monétaire et le budgétaire en zone euro. Je pense que le moment est géopolitiquement suffisamment important aujourd'hui parce qu'on parle quand même d'une situation où on va dire que depuis 80 ans, l'Europe fonctionne en pensant à la protection américaine, qu'aujourd'hui, cette protection est considérée comme plus que fragile, en tout cas non viable et non fiable, et que donc il faut réagir. Je pense qu'on a effectivement donc des Européens qui souhaitent se protéger vis-à-vis de la Russie, mais je pense qu'on a un autre phénomène aussi qui se met en place, c'est un peu d'hubris européen, c'est-à-dire que le retrait américain, en fait, il provoque un vide de pouvoir énorme et que l'Europe a aussi peut-être envie d'exister un jour et que le moment est peut-être venu, et c'est ce qui explique sans doute ce qui s'est passé et l'ampleur du mouvement qu'on a pu avoir, c'est qu'on revient, on va dire, avec une certaine autonomie qui devient importante, et je pense que ça c'est un point important à souligner aussi. Bon, je reprends le terme d'autonomie, la quête, la voie vers l'autonomie stratégique est quelque chose d'engagé aujourd'hui solidement en Europe, Enguerrand. En tout cas, les bases ont été jetées. C'est quand même ça l'excellente nouvelle, c'est qu'enfin, après des années un peu d'attentisme, de rapports sans conséquences, de grands discours, on a enfin des actes. C'est ce qu'on a parlé du plan de relance allemand, mais il y a également le plan qui a été annoncé au niveau de la Commission, donc ReArm Europe, de 800 milliards d'euros pour la défense européenne. Donc on voit qu'enfin, il y a cette volonté de l'Europe face à la menace russe d'un côté, face au changement de la stratégie diplomatique américaine de l'autre côté, comme c'était dit avant, d'enfin exister pour et par elle-même. Et donc les bases ont été jetées. Donc ça, c'est quand même une très bonne chose. Effectivement, je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est que le point qui reste à valider, il est du côté monétaire très clairement aujourd'hui. On voit que du côté budgétaire, en tout cas les premiers efforts ont été faits.
sans doute qu'il en faudra d'autres, et dans d'autres pays pour accompagner cet effort-là de la même manière qu'a su le faire l'Allemagne. Donc le côté budgétaire du policy mix, il est là. Maintenant, il nous faut le côté monétaire, et c'est vrai que par rapport à la réunion de la BCE qu'on a eue hier, le message est, on va dire, me laisse en tout cas un petit peu circonspect, parce qu'on a la question a été posée justement à Christine Lagarde sur la fin de la session de questions-réponses. Est-ce qu'on était justement à un nouveau whatever it takes, à un nouveau moment whatever it takes, ce à quoi elle s'est bornée à répondre de manière très scolaire et orthodoxe, de dire le mandat de la BCE, c'est la stabilité des prix, ce n'est que la stabilité des prix, il n'y a que ça qui nous concerne, le reste ne nous concerne pas. Et on a commencé à avoir même des rumeurs rapportées d'internes de la BCE. Oui, les sources. Voilà, on n'a pas... les sources du lendemain. Mais de dire, oui, l'hypothèse d'une pause dans la baisse des taux grandit, etc. Tout ça me paraît un petit peu absurde. Ils vont au taux neutre, à minima. Enfin, le beau taux neutre, le big beautiful Air Star de 2%. Quoi. Je pense même qu'il n'est pas absurde de dire aujourd'hui que la BCE devrait temporairement aller un peu en dessous du taux neutre et être réellement accommodante. Pour deux raisons. La première raison, c'est que ce serait totalement incohérent, alors qu'on ne cesse de nous rabâcher que l'approche de la BCE, c'est data dépendante, meeting par meeting, etc., de commencer à faire une pause en partant des perspectives de croissance qui certes sont très positives, mais qui vont se matérialiser à horizon 12-18 mois, parce que le temps que tout ce qui a été annoncé en Allemagne ou en Europe soit déployé, les effets vont prendre du temps. Donc ce serait totalement incohérent de faire ça. Et puis, en parallèle, on a une situation économique européenne à l'instant T, même si les perspectives sont améliorées, qui restent bonnes. Et puis, il y a le risque des tarifs douaniers américains, il y a même le risque d'un ralentissement de la croissance américaine qui entraînera un peu un ralentissement de la croissance mondiale. On en reparlera sûrement après avec le rapport emploi. Donc, dans ce contexte-là, la BCE, comme ça a été dit avant, elle doit accompagner ce mouvement de relance budgétaire pour qu'enfin on ait un policy mix efficace en Europe et surtout pas faire l'erreur de lever le pied sur l'accommodation monétaire au moment où enfin les gouvernements font un pas en avant à la fois sur la relance et sur l'autonomie. Ce serait une erreur fondamentale. Donc, il faut vraiment espérer que le discours un peu bancal, je trouve, de Christine Lagarde hier soit vite corrigé et que la BCE suive le mouvement qui a été engagé par les gouvernements. On verra. Ce qui est intéressant, c'est que la prochaine réunion du 17 avril interviendra après peut-être la vague de tarifs réciproques promise par Donald Trump et ses équipes à compter du 2 avril prochain. Ça peut faciliter peut-être là où les prochaines décisions de la Banque Centrale Européenne. Ce sera ça la vraie fonction, le vrai facteur clé à cet horizon. C'est possible, mais même sans ça, je pense qu'elle doit continuer dans tous les cas à aller sur ce chemin-là. On voit les derniers chiffres macroéconomiques, on a eu les commandes industrielles allemandes ce matin qui n'étaient pas très bonnes. La dynamique d'inflation salariale continue de baisser, et c'est même les projections de la BCE elle-même qui vont dans ce sens-là. Donc, elle n'a pas du tout de raison, même en dehors de toute action américaine, de ne pas continuer les baisses de taux, d'autant que les projections qui ont été sorties là, on en parlait. Oui, ils sont complètement caduques, oui. Ils sont caduques, et même au-delà de l'effet allemand, sont caduques par rapport à l'évolution des prix des matières premières. Si je peux juste ajouter un point, on a eu les chiffres du PIB ce matin. En fait, si on prend la donnée américaine pour mesurer l'inflation, c'est le déflateur de la consommation. Si je prends le déflateur de la consommation... On est à combien ? 1,9. On est à 1,9 sur le Q4 2024, c'est-à-dire que la moyenne de la fin de l'année 2024, on est en dessous, c'est-à-dire qu'on a déjà atteint la cible et on continue d'être restrictif. C'est-à-dire que la politique de la BCE aujourd'hui est déjà très très en retard sur ce qui devrait avoir lieu et on continue comme ça. Effectivement, par rapport à ça, on a un paradoxe qui est complet, c'est qu'on a d'une part des gouvernements qui essaient de pousser et on a une BCE qui freine encore aujourd'hui en même temps. Bon, J'entends aussi l'argument de Christine Lagarde dans ce moment où tout bouge très vite, où les décisions, les signaux politiques sont très forts, mais que ces décisions restent quand même à faire valider par des parlements, etc. Je comprends aussi que c'était peut-être pas un moment facile pour elle et que ça donne l'impression d'une communication un peu bancale. Je me permets juste, voilà, C'était difficile pour la BCE de s'engager fermement là-dessus, on est clair, mais... Je pense qu'un message un tout petit peu plus... Elle aurait pu le tourner autrement. Engageant aurait été de bon ton. Olivier, vos commentaires sur cette semaine ? Je pense que c'est une semaine qui s'inscrit dans une réponse de l'Union européenne qui s'est construite en 3 temps.
Vous avez eu le premier temps en septembre 2024 où le rapport Draghi sur la compétitivité de l'Europe a tracé la voie. 3 piliers à cette voie. Premier pilier, renforcer la sécurité et réduire les dépendances excessives de l'Union européenne. Deuxième pilier, refermer le gap d'innovation, en particulier vis-à-vis des États-Unis. Et troisième pilier, poursuivre le plan de décarbonation et améliorer la compétitivité de l'Union européenne. Le deuxième temps, il s'est traduit à la fin du mois de janvier de cette année, avec la boussole de la compétitivité de la Commission européenne, qui reprend exactement ces 3 piliers du plan Draghi. Mais malheureusement, cette boussole de la compétitivité, elle a été un peu noyée dans le bruit assez puissant qui venait des États-Unis et qui venait également de la Chine avec DeepSeek. Et cette semaine marque probablement le 3e temps de la réponse de l'Union européenne avec ce que vous disiez, ReArm d'un côté et l'Allemagne de l'autre côté. Donc on se retrouve dans une réponse qui est bien construite, bien séquencée, peut-être avec de la chance, si je puis dire. En tout cas, les éléments ont poussé les autorités politiques européennes à réagir. Et désormais se pose la question de savoir si tout ça va se traduire réellement dans une réalité. Et ici, vous avez 2 courants qui s'opposent. Les sceptiques qui considèrent que tout ça se tassera une fois un cessez-le-feu acquis entre l'Ukraine et la Russie et que l'Union européenne retombera dans ses travers et ses fragilités, puisqu'après tout, ce n'est qu'un énième rapport sur ce que doit faire l'Union européenne. Par ailleurs, il y a des risques d'exécution qui sont liés au problème de financement qui a été avancé, par exemple. Et puis, il y a des optimistes qui disent que c'est un véritable game changer pour l'Union européenne et qui considèrent que ça peut avoir des implications très puissantes, à la fois sur le plan économique et sur le plan financier, et donc des conséquences assez importante pour les investisseurs. Et l'argument des sceptiques que j'ai entendu encore dès hier, effectivement, vous pensez que quand le cessez-le-feu sera signé entre l'Ukraine et la Russie, vous pensez que tout le monde va monter à 3% de dépenses de défense et militaire? Vous pensez qu'il y aura toujours cette volonté? Quelle est la réponse qu'on apporte à ça, Olivier? Je veux dire, la réponse qu'on apporte à... Ce que fait Merz aujourd'hui, ce que fait l'Europe, tout le monde a bien en tête que la guerre ne va pas être éternelle et que Trump a prévu qu'il y aurait un cessez-le-feu. Alors, à quelle date, on verra bien, mais c'est déjà, j'allais dire, dans les cartes. La réponse qu'on apporte à cela est la suivante. Le premier élément, c'est qu'on est dans une dynamique de fragmentation de notre économie mondiale. Ça semble acquis. Et cette fragmentation de l'économie mondiale, elle est politique, économique, technologique, bientôt financière. Et en conséquence de quoi, l'Union européenne, qui est aujourd'hui elle aussi assez fragmentée, en fait est en train de subir ce mouvement de fragmentation qui en fait affaiblit notre Union européenne déjà fragmentée. Donc l'Union européenne doit déjà répondre à cela. La deuxième réponse que l'on peut apporter est plus géostratégique, même si on s'écarte un peu de notre domaine de compétences. Mais lorsqu'on écoute ces géostratèges, ces derniers nous indiquent que les États-Unis sont en train de se retirer de l'Europe, que ce n'est pas la première fois dans l'histoire qu'ils opèrent ce mouvement et qu'ils ont besoin d'opérer ce mouvement pour se concentrer sur une autre zone, la zone asiatique. Donc on a de bons arguments quand même pour dire que l'Union européenne n'a d'autre choix que de réagir et cette réaction va s'inscrire dans le temps. Elle ne peut pas s'arrêter à un cessez-le-feu potentiel, probable, qu'on espère, entre la Russie et l'Ukraine. A priori, non. Ouais. L'autre critique ou point de vigilance qu'on entend, Nicolas, c'est de savoir est-ce que tout ça unifie encore un peu plus l'Europe ou est-ce que ça peut aussi fragmenter ou disperser peut-être certains intérêts en Europe? Sur la sécurisation par exemple des frontières de l'Ukraine, on a vu d'ailleurs le Royaume-Uni
prendre une forme de leadership avec Keir Starmer et engager l'idée d'une coalition of the willing, donc la coalition des volontaires. Ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Et on comprend derrière ça que, en creux, tout le monde n'a pas forcément envie d'y participer. Est-ce que là, il y a un risque de fragmentation de l'Europe, par exemple, sur des questions immédiates, j'entends. Pour le moment, je ne le vois pas. Ensuite, au niveau européen, il y a toujours évidemment la question Orban, mais on va dire justement sur l'envoi des troupes, on voit que c'était les deux puissances nucléaires, en gros, qui pouvaient se le permettre d'envoyer des troupes. Donc ça me paraissait pas illogique. Ensuite, de voir le Parlement européen, justement, les discussions qu'on avait cette semaine, de voir justement que les considérations maintenant, c'est que tout le monde en a assez de ce qui se passe avec Orban et que... Oui, le ton est en train de monter, visiblement. Le ton est en train de monter oui. et ils sont presque dans une situation où ils veulent le sortir. Donc le sketch tous les mois, ça suffit. Voilà, et c'est là où on se rend compte qu'en fait tout le narratif européen sur c'est difficile de décider au niveau européen et tout ça, en fait est plutôt une couverture quand il y a vraiment une volonté politique. En fait, on trouve le chemin. On l'avait vu pendant la période Covid, on le voit en ce moment, et je pense que pour l'instant l'unité est plutôt là et c'est plutôt encourageant. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même aussi encourageant. C'est en fait on a déjà été ici avant. Quand on regarde les données, la Banque mondiale produit des données de la zone euro qui remontent jusqu'aux années 60. Donc ils ont reconstruit la zone euro jusqu'aux années 60. Et en fait, si vous prenez le PIB de la zone euro depuis les années 60 et que vous comparez aux États-Unis et que vous mettez tout en dollars, en fait, on voit qu'il y a une oscillation qui se met en place. Et en fait, on a déjà eu des périodes où on était au-delà des 100%. C'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé 3 fois dans le passé. Et en fait, là, on est revenu. Donc, on était à ce niveau-là en 2009. Et donc on avait la zone euro pesait autant en dollars que les États-Unis, ce qui est quand même assez remarquable. Et là on est revenu à 55%, ce qui paraît quand même absolument délirant, c'est de voir le coût ce que nous a coûté cette politique d'austérité qui dure depuis 15 ans en Europe. Et donc simplement d'avoir conscience que si on se met effectivement en ordre de bataille et qu'on se met ensemble et avec une volonté vraiment politique, on peut arriver à rivaliser avec les États-Unis en termes de puissance économique. Ce qui est quand même déjà, je pense, une ambition qui est, ça vaut le coup de se bouger un petit peu, de se dire que finalement on peut exister, qu'on en a la capacité et d'y arriver. Évidemment, donc on en a parlé. Il y a vraiment cette question de la BCE, qu'elle puisse agir et le budgétaire. Mais le budgétaire est là et je pense qu'on peut vraiment être optimiste par rapport à ça. Et je pense que dans la tête des dirigeants, notamment sur la question que vous posiez précédemment, la question n'est pas vraiment celle du cessez-le-feu. C'est que si cessez-le-feu il y a, je pense que maintenant la prise de conscience, c'est que dans 5 ans, ça va recommencer, qu'une fois que la Russie aura accompli ses voies. Mais on ne va pas se réendormir parce qu'il y a un cessez-le-feu. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ensuite, qu'on aille à 3,5% sur la défense, c'est pas forcément utile. En fait, quand on voit les dépenses européennes aujourd'hui en parité de pouvoir d'achat, on est à l'équivalent de ce que produit aujourd'hui la Russie. Donc en fait, il nous suffit de pas grand-chose et de faire une course à l'armement avec la Russie, on peut la gagner assez facilement parce que justement, le PIB européen, si vous ajoutez le UK, si vous ajoutez la Norvège, on est 11 fois supérieur. Donc en fait, l'effort peut être fait pour pouvoir se mettre en situation, on va dire, de pouvoir être plus ou moins tranquille. Et c'est un effort qui peut être soutenable par tout le monde et pour tout le monde. Que l'Allemagne ait du fiscal space, comme on dit, de la place budgétaire, ils sont à quoi, 60% d'endettement sur PIB aujourd'hui, ils peuvent monter à 80, ils ont été à 80, je crois, post-grande crise financière. C'est pas un problème pour la signature allemande. Pour d'autres pays, même si l'ampleur du mouvement est peut-être moins important que ce que l'Allemagne prévoit, est-ce que ça peut quand même octer ? Alors, et c'est là où... Et c'est là où on reboucle avec la BCE, j'entends. La BCE est là, est essentielle. C'est-à-dire que pour le moment, évidemment, un pays comme la France, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, si la BCE s'y met et qu'on commence à avoir une croissance nominale qui commence à tenir la route, évidemment, vous avez des rentrées fiscales qui vous permettent de financer les efforts à peu près comme vous le voulez. Il ne s'agit pas de monter à 3, 3,5, mais simplement la croissance nominale vous permet d'avoir des entrées fiscales qui sont plus importantes et qui, sans libérer, on va dire, de poches fiscales supplémentaires en termes de pourcentage de PIB, vous permettent de faire croître vos dépenses à un niveau bien supérieur à ce qu'on a pu connaître dans le passé. Encore un peu d'Europe avant de parler des États-Unis, mais Enguerrand, Olivier, on arrive à mettre des chiffres là sur ce que le plan allemand, les deux grands, les fonds spéciaux, infrastructures, 500 milliards et la libération des dépenses dédiées à la défense et aux militaires, on arrive à mettre des chiffres sur ce que ça peut entraîner comme croissance, les effets multiplicateurs, à quel horizon, en termes de gouvernance, on a toujours en tête que ces grands plans européens, ils ont à un moment un peu de mal à trouver des projets et que les grands plans sont jamais forcément tous déboursés, tous distribués. Je ne sais pas, est-ce qu'une version allemande avec une bonne gouvernance, est-ce que ça peut être quelque chose de quand même puissant ? Alors, c'est certain que la question, c'est le multiplicateur. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent,
quand on a des grands plans d'investissement, de dépenses sur des secteurs dans lesquels il y a eu des sous-investissements chroniques par le passé, le multiplicateur devient important. Il peut même dépasser 1. C'est ça qui est très intéressant aujourd'hui, parce qu'on est justement dans un secteur où il y a eu du sous-investissement, non seulement en termes de dépenses, mais aussi en termes de capacité de production. Et d'ailleurs, ce sera un vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, ces plans très ambitieux, on n'a pas les capacités de production à l'heure actuelle. Il n'y a pas la base pour les mettre industrielle. Oui. Donc, il va falloir développer cette base industrielle, mais c'est justement cette nécessité de développement de ces capacités industrielles et toute la chaîne de valeur qui s'ensuit, puisqu'évidemment, ça veut dire derrière, on aura des services, on aura un certain nombre de choses qui se coupleront à ces capacités de production. C'est ça qui peut faire que le multiplicateur dépasse 1. Donc là, en termes d'impact sur le PIB, c'est difficile à quantifier à l'année près, parce que tout dépend quand est-ce qu'on commencera à mettre en œuvre les plans de dépenses, même si ça peut aller assez vite, puisque notamment pour l'Allemagne, il y a cette tendance, notamment sur la défense, à verser aux entreprises à peu près un acompte de 30% au moment de la commande, ce qui fait qu'on peut déjà avoir quand même une partie de la dépense qui est faite au moment vraiment du début du projet, sans attendre vraiment les livraisons, ce qui permet de financer aussi la création des capacités de production. Donc, mais il faudra voir quand tout ça est décidé et vraiment déployé. Mais en tout cas, effectivement, il y a un levier potentiel très important du fait qu'on est sur un secteur qui a été délaissé, pas par tout le monde, mais en tout cas au niveau agrégé européen, qui a été délaissé pendant plusieurs décennies. Olivier, je reviens sur la Banque Centrale Européenne. J'entends les critiques de Nicolas et d'Enguerrand. Après, c'est vrai que quand on regardait un peu les calculs hier de ce plan de relance allemand, de dépenses d'infrastructures et de dépenses militaires, ça peut monter jusqu'à 20% du PIB allemand, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, les estimations sont un peu larges, mais c'est quand même massif. Rapporté à la zone euro, c'est peut-être 6-7% du PIB de la zone euro que l'Allemagne pourrait injecter déjà dans son économie. Bien sûr, 6-7% du PIB, c'est exactement le rapport que du plan Biden, l'American Rescue Plan post-Covid, c'était une injection de 6-7% du PIB. Dans l'analyse ex-post qu'on a fait de la crise inflationniste américaine, on comprend que la partie budgétaire a joué un rôle important. Est-ce qu'il y a un risque, et à quel niveau est-il, de voir une inflation zone euro repartir, se stabiliser ou se remettre à des niveaux qui deviendraient inconfortables pour une banque centrale comme la BCE qui, elle, n'a pas totalement changé non plus? Je crois que c'est ce que Mme Lagarde a indiqué hier. Ouais. Donc c'est exactement son point d'attention. Et c'est vrai que ça pose des questions sur... Ça fait partie un peu du risque d'exécution, à savoir une demande qui va être trop forte, une offre qui ne va pas être capable de répondre parce que la base industrielle, en particulier pour la défense, n'est pas là, ce qui va générer des pressions inflationnistes. Maintenant, est-ce que la Banque Centrale Européenne n'a pas intérêt à faire évoluer son mandat également ? Peut-être que cette question se posera au cours de ces prochains mois et de ces prochains trimestres. Après la chute du debt break allemand, on va avoir la réforme de la Banque Centrale Européenne. Personne n'en parle pour l'instant. Mais non, mais je ne sais pas, puisque tout est possible. J'ai pas vu de papier. Non, moi je ne crois pas non plus. Dessus. Ouais. Mais je suis assez convaincu que la Banque Centrale Européenne va devoir participer à cet effort en assurant les conditions de financement les plus accommodantes possibles pour les États et les agents économiques de la zone euro. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, le sujet de la fragmentation, en fait, a comme conséquence économique, normalement, de générer un monde où l'inflation sera plus forte qu'auparavant. Ce qui signifie que ce risque d'inflation, il n'est pas lié qu'à l'action il est général. Politique européenne, des politiques européennes. Ouais. Il est général. Ouais. Bon, réforme des traités, on n'y est pas encore pour la Banque Centrale Européenne, Nicolas? Non, on n'y est pas encore, mais je pense qu'ils ont déjà aussi la place de faire mieux avec le mandat qu'ils ont. Donc, il y a déjà des premiers efforts à faire, des premiers efforts à réaliser simplement avec ce qu'ils ont disponible. Ouais. Bon, quand il y a la volonté, il y a... Oui, on l'a vu pendant le Covid, c'est tout à fait un chemin. Donc, voilà. Venons-en à la partie américaine. Alors, le contraste est quand même saisissant depuis 2 mois, mais là, encore plus à l'issue de cette semaine.
Là aussi, comment est-ce qu'on modère un peu le propos, entre guillemets, en garant, sur la base des chiffres d'emploi, qu'est-ce qu'on peut dire de cette vibe américaine qui retombe? Est-ce que c'est juste la vibe, quelques enquêtes, les esprits animaux qui se refroidissent un petit peu, ce qui est déjà un vrai sujet, bien sûr, ou est-ce que ça peut être plus que ça? Bon, déjà, toute cette séquence démontre bien qu'il faut toujours faire attention aux excès d'optimisme et d'euphorie, parce que l'euphorie est un peu la sœur de l'arrogance, et quand on en vient à l'arrogance, ça se passe souvent un petit peu mal. C'est ce qui s'est passé en fin d'année. Rappelez-vous, en fin d'année, tout le monde ne jurait que par les États-Unis, que par les actions américaines. À la limite, toutes les autres classes d'actifs, on pouvait les ranger dans le placard, n'avoir que des actions américaines. 2-3 mois après, on voit que c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a sûrement une question quand même de correction du sentiment, à la fois liée au fait que cette perception d'un Trump pro-business, à l'épreuve des faits, elle tient quand même de moins en moins. Il y a un problème de sentiment aussi du côté des acteurs économiques, donc entreprises et ménages. On l'a vu dans les dernières enquêtes, que ce soit les enquêtes de confiance des consommateurs ou les PMI, où on a vu quand même que... Et à chaque fois, c'est la même raison, c'est l'instabilité, l'incertitude qui pèse sur le moral des acteurs économiques. Donc là, la politique, et on en parlait, je crois, il y a un mois sur ce plateau, je disais, c'est finalement la peur est pire que le mal. C'est exactement là où on est. C'est que là, pour l'instant, en termes de mesures concrètes, qu'est-ce qui a été mis en place par l'administration Trump, au-delà des sujets sociétaux? Il y a 20% de hausse des droits de douane sur la Chine. Il y a une partie des droits de douane sur le Mexique et le Canada. Il y a une pause sur la partie automobile. Et il y a quelques ajustements du côté du Doge, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas d'énormes révolutions. Le problème, c'est le discours et c'est l'incertitude. Et là, on voit que ça commence à peser dans les soft data, donc dans les données d'enquête. Le problème, c'est qu'en parallèle, on a les hard data, donc les données dures, les données mesurables, comme le rapport emploi, qui sont pas très bien orientés, parce qu'en fait ce rapport emploi là, quand on regarde, alors en absolu, les créations d'emplois 150 000 versus 160, c'est pas un gros problème. Par contre, quand on regarde sous la surface, on a le taux de sous-emploi qui monte à 8 versus 7,5 le mois dernier, c'est le plus haut niveau depuis le Covid. Quand on regarde l'enquête auprès des ménages, tous les emplois créés, ce n'est que des emplois à temps partiel. Donc ça veut dire que ces créations d'emplois qui en absolu semblent bonnes, en fait, en termes de qualité, elles sont quand même très médiocres. Et quand on regarde aussi la composition de ces créations d'emplois, moi j'aime bien regarder le secteur privé, hors le secteur éducation et santé, qui représente plus de la moitié des créations d'emplois depuis quasiment un an. Et quand on regarde, là, les créations d'emplois, donc sur l'emploi privé hors ce secteur, on est à 67 000 sur le mois. On était à 50 000 le mois dernier, révisé à 15 000. Donc en moyenne 40 000 sur les 2 mois. La moyenne du cycle avant Covid, donc 2010-2019, c'est 150 000. Donc là, on a des créations d'emplois très faibles. On avait eu 2 mois de rebond en novembre-décembre sur l'emploi privé. On se disait, ça y est, peut-être finalement, enfin on a une stabilisation du marché de l'emploi, enfin ça redémarre. Et là, on voit que de janvier-février, à nouveau, on repart dans cette dynamique quand même très très faible du marché de l'emploi américain. Et ça, je ne suis... D'ailleurs, on a vu aussi l'enquête Challenger hier, qu'il y avait beaucoup de destruction d'emplois dans le public, mais ça, à la limite, c'est normal avec le Doge, mais aussi dans le privé, notamment dans le secteur du retail. Et ça, je ne pense pas que ce soit tout de suite lié sur ce timing-là à la politique de Trump. Je pense que c'est des effets de continuité de ce qui s'était passé depuis 6-8 mois. On a eu 2 mois un peu étonnants d'hiatus en novembre-décembre, puis là on reprend la tendance. Et donc on a finalement cette tendance de fond qui n'est pas très bonne, et on a la politique de Trump qui ramène de l'incertitude sur ce contexte-là, le tout avec un positionnement de marché élevé, des valorisations élevées. Donc forcément, évidemment, le panorama, quand on regarde tout ça, devient tout de suite beaucoup plus inquiétant que ce qu'on a en zone euro, modulo le sujet de la BCE, mais où il y a un alignement d'étoiles beaucoup plus sympathique. Olivier, vos réflexions sur l'économie américaine et où est le seuil de douleur et le coupe-circuit qui va avec, si à un moment il faut réagir? Sur l'économie américaine, ce que l'on constate, c'est que l'incertitude en termes de politique économique et en termes de politique commerciale n'a jamais été aussi élevée aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Trump 2.0 a déjà battu le record de Trump 1.0 de ce point de vue-là. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Et donc,
Normalement, M. Trump, qui est pro-business, est en train plutôt de remettre en cause son statut. Deuxième élément, à la question de savoir où est le seuil de douleur. Certains disent que le seuil de douleur, on est en train d'y arriver, puisque le marché américain est sous les niveaux au moment où Trump a été élu, qu'on est à peu près, d'ailleurs, quand on regarde la manière dont serait comporté le marché en 2016, c'est à peu près le même mouvement, une progression puis une rechute, et ensuite le marché américain est reparti à la hausse. Et d'autres disent, oui, mais peut-être que Trump 2.0 est beaucoup plus idéologique que Trump 1.0, et qu'en conséquence de quoi, cette séquence va être différente au cours de ces prochains mois. Alors comment se prononcer ? J'ai envie de dire la vérité est entre les deux. Pourquoi ? Parce que quand on regarde la séquence autour des droits de douane, on a des annonces, puis des remises en cause de ces annonces, puis des annonces qui sont effectives, puis des remises en cause partielles de ces annonces, mais in fine, on a quand même quelque chose. On a évidemment quelque chose contre Il en reste quelque chose. On a encore des droits de douane contre le Mexique et à l'encontre du Canada. Donc on est dans une phase d'incertitude sur la sphère économique américaine. Et il n'est pas évident que celle-ci disparaisse très, très rapidement, parce que l'agenda Trump 2.0 est un peu plus idéologique que celui de Trump 1.0. Et d'ailleurs, dans son discours, ça se perçoit. Alors bien sûr, tout est big, beautiful, vous êtes les plus riches, vous serez les plus riches, les États-Unis vont retrouver l'âge d'or, etc. Mais on a ces petites phrases ici, là. Il y aura un peu de pain, un peu de douleur. Mais on est OK avec ça. Little disturbance, mais on est OK avec ça. Oui, c'est ce qui, et donc, ce qui interroge. Il faut sans doute écouter ce qu'il dit. Ouais. Quelle est la lecture que vous faites ? Je ne sais pas, on est à 46, 47 jours, je crois, d'exercice du pouvoir de Trump. Ça doit se situer entre 45 et 50. J'ai des invités qui font le compte des jours depuis l'installation. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Une des grandes différences qu'on m'a rappelé par rapport à Trump 1.0, c'est que Trump 1.0, dans la première partie du mandat, fait passer les tax cuts, fait passer la loi de dérégulation bancaire, amène des éléments pro-business qui boostent, qui dopent un peu l'économie, qui reflatent l'économie américaine. Et puis vient la séquence guerre commerciale 2018-2019. Je pense que c'est une question d'homme aussi, où là c'est vraiment essentiel. En fait, quand on voit la structure de l'administration de Trump 1, on a 3 hommes qui me semblent être vraiment très importants. C'est Mike Pompeo, donc, qui s'occupe du département d'État. On a Lighthizer qui s'occupe du commerce. Et on a Steve Mnuchin qui est au Trésor. Et en fait, qui sont 3 hommes qui ont réussi quand même à imposer plus ou moins leur agenda au président. Et en fait, ces 3 hommes ont été écartés, et de façon plus ou moins violente. Et en fait, qui permet... et ces hommes ont été remplacés par des hommes qui apparemment... n'ont pas la capacité, ou en tout cas n'ont pas usé de leur capacité de dire non à quoi que ce soit. Et on voit que les choses ont quand même considérablement changé. Je pense qu'au niveau purement économique, moi je crois que mardi a été une journée importante, parce que sur Trump 1, et alors évidemment on a pu rigoler avec des choses qui paraissaient absurdes, mais en fait qui n'ont jamais été mis en place, par exemple les tarifs sur le Mexique et ce genre de choses. Et là, on se rend compte en fait qu'il était sérieux. Et mardi, on voit en fait, de mettre en place 25% de tarifs sur le Canada n'a aucun sens économique par rapport à la balance du Canada par rapport aux États-Unis. Et là, on voit que donc, des actions radicales sont mises en place pour des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et à partir de là, vous brisez pas mal de confiance. Et surtout, vous avez perdu les hommes qui ont permis de faire en sorte que, effectivement, Trump a été une réussite économique claire et nette. Et là, vous pouvez commencer à être inquiet, parce que quand vous regardez ensuite la stratégie qui est mise en place, alors moi, il y a plein de choses, notamment de Bessent, que je trouvais assez intéressantes. Je vois dans il a été salué quand il a été nommé Bessent. Et il a fait un discours qui était très important au Plaza, justement. Ouais, bien sûr. En octobre, qui était effectivement intéressant, justement, pour de rééditer les accords du Plaza. En fait, là, on est en plein dedans. Ce que fait l'Europe avec la relance et la hausse de l'euro, c'est clairement le Plaza de 85. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mais ensuite, le niveau d'incertitude qu'ils sont en train de mettre dans leur économie me paraît effectivement assez risqué. Et ensuite, il y a quelque chose, effectivement, une dimension
sur la volonté de réduire les déficits. Alors je l'entends, effectivement, comme ils vont faire les baisses d'impôts, il y a peu de chances que ça réduise beaucoup, mais quand même cette idée-là en fait me perturbe pas mal parce que justement de voir Elon Musk pas arrêter justement de parler des dépenses publiques qui sont tout à fait inefficaces dans un pays qui, en fait, c'est comme si Elon Musk avait la croyance que les États-Unis, l'économie américaine se définissait par l'idée qu'on se fait de Ronald Reagan, qui serait en fait un type qui aurait coupé les dépenses de façon énorme et tout ça, alors que pour moi justement les États-Unis sont l'État keynésien par excellence, c'est-à-dire d'avoir une relance par la dette maximale plus une relance monétaire maximale. Si on commence à remettre ça en cause, et justement en fait ce qui est Musk, alors là c'est ça qui est rigolo, c'est que Musk en fait a une espèce d'état d'esprit de macroéconomie à l'allemande. Et il est en train d'essayer d'importer ça aux États-Unis au moment même où les États-Unis font le chemin inverse. Et là, on a effectivement quelque chose qui est assez intéressant. Et donc là, ensuite, vous pouvez aussi vous inquiéter. Et sur une situation, est-ce que Donald Trump est aussi capable de nommer des personnalités au sein de la Fed qui auraient un peu ce profil-là, du type Kevin Warsh, Jody Shelton. Et là, on aurait effectivement donc l'Allemagne... super faucon, quoi. Super faucon aux États-Unis, ce qui serait un renversement de tendance enfin, énorme depuis Roosevelt, en fait. Parce que ce n'est jamais arrivé depuis Roosevelt. D'ailleurs, pour compléter, vous aviez un rapport de la Heritage Foundation qui était considéré comme étant le programme de l'administration Trump. Il y a un passage qui est dédié à la Fed de mémoire, et la volonté est de réduire sa capacité à imprimer de la monnaie de manière importante. Donc je rejoins ce que vous dites. Warsh a été membre du board, c'est ça, et effectivement très critique sur les politiques accommodantes. Il s'est pas mal trompé, mais apparemment la Réserve fédérale américaine. Mais vous dites les hommes en place, parce qu'encore une fois, Bessent, on a tous trouvé qu'il était smart, super carrière, etc. Mais et c'est vrai que je me souviens de Bessent dans une interview disant de toute façon. Je ne m'opposerai pas à Trump. S'il me demande de faire des choses, même si ce n'est pas tout à fait ce que je pense, tant que ça me conviendra, que ce sera acceptable, je pourrais je servirai mon président. Quoi. Oui, c'est le cas pour Bessent, c'est vrai pour Lutnick, et où on se dit c'est des gens qui sont vraiment qui ont un bon niveau, qui a en plus une expérience macro qui est énorme, et de sortir des trucs parfois à la télé qui ont incohérent. Qui n'ont pas beaucoup de sens. Lutnick a dit cette semaine qu'il voulait réviser les chiffres du PIB en disant qu'il fallait sortir les chiffres du gouvernement. On arrive à des choses. On en rigole, je sais pas. C'est pas sérieux, quoi. Ouais. Bon. Comment on joue tout ça sur les marchés, là, Enguerrand, le stratégiste, donc, les mouvements étaient violents, donc il y a les raisons de très court terme, j'imagine, mais bon, si on essaye de se projeter, je veux dire, est-ce qu'on peut imaginer un euro qui continue de monter? Est-ce que ça peut être bon encore pour les actions européennes? Est-ce qu'à l'inverse, il faut voir des taux longs américains continuer de baisser beaucoup plus que ce qu'ils ont déjà baissé? Alors, à court terme, sur le mouvement des taux et des devises, je ne pense pas qu'on aura d'énormes choses. On a eu un très fort mouvement de hausse sur les taux européens qui, à mon avis, à court terme, devrait se corriger un petit peu, parce qu'il a été assez extrême quand même sur le 10 ans allemand. Plus forte journée depuis la réunification allemande, ça pose quand même les bases du débat. Et sur l'euro, pareil, le mouvement a été très violent. Sur les taux américains, mine de rien, tant qu'on n'a pas en perspective beaucoup plus de baisse des taux de la Fed, c'est difficile d'aller beaucoup plus bas. Là, on est sur le niveau on va dire de la partie 2,10 de la courbe. On peut aller un petit peu plus bas si on a des mauvaises nouvelles vraiment. Et là, ce que vous décriviez, ça remet pas quand même du put, du fait put dans le marché. C'est suffisamment mauvais. À mon sens, c'est pas suffisamment mauvais, c'est pas assez bon pour rassurer le marché. D'ailleurs, le marché action américain. On est dans cette zone grise, quoi, en fait. Voilà. Donc, par contre, ce qui, à mon sens, peut continuer, même si on peut avoir des doutes parce que les phases de surperformance de l'Europe ces dernières années ont été tellement rares et tellement courtes qu'on se dit non, c'est pas possible, ça peut pas continuer, ça va s'arrêter. Je pense que la surperformance de l'Europe et la sous-performance des États-Unis vis-à-vis du reste du monde peuvent toutes les deux continuer. L'Europe parce que, comme c'était rappelé tout à l'heure, il y a encore beaucoup de sceptiques, et puis parce que les flux commence tout juste à revenir sur tout ce qui est sorti des actions européennes depuis 3 ans. Je pense qu'il n'y a même pas 10% qui sont revenus, donc il y a encore énormément de place. Et puis côté américain, c'est vrai que le sentiment à court terme est très dégradé, mais ce qui fait la différence avec les phases précédentes, c'est que le positionnement est très élevé, les valorisations sont encore très élevées, et donc il y a encore beaucoup de place pour la déception. En tout cas, pour qu'on continue de sortir des États-Unis pour aller vers des zones où on a plus de visibilité. Mécanique de fluide, quoi. Mécanique des flux. À mon avis, cela peut continuer encore plusieurs mois. Olivier,
Qu'est-ce que ça implique là sur la logique d'investissement à ce stade? Au niveau action, pour nous, ça implique de rester surpondéré sur la classe d'actifs actions, puisqu'on pense plutôt que l'économie mondiale va rester ancrée sur un scénario de croissance modérée au cours de ces prochains trimestres. Et pour l'instant, on met de côté le risque de récession aux États-Unis, même si on le surveille. Deuxième élément, on a remonté le poids des actions européennes après plusieurs trimestres de surpondération des États-Unis. On est aujourd'hui à peu près à la neutralité entre l'Europe et les États-Unis. Et la question que l'on se pose, c'est un peu plus d'un point de vue stratégique, à savoir, est-ce qu'on ne rentre pas dans la décennie européenne après avoir vécu la décennie américaine? C'est une question à laquelle il ne va pas être évident de répondre, mais il va falloir y répondre. Donc pour l'instant, on est équilibré entre l'Europe et les États-Unis. Non, mais la question de la place stratégique de l'Europe dans les portefeuilles se pose. Oui, je pense. Oui. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour conclure cette semaine historique pour l'Europe. Répétons-le, Olivier Ringard, Neuflis OBC, Enguerrand Artaz, la financière de l'Échiquier, Nicolas Gottsman, la financière de la Cité, étaient les invités de Planète Marché ce soir.